Bonjour à tous. Vous allez pouvoir suivre ce matin l'examen du projet de loi habilitant le gouvernement à adopter des mesures pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public. En clair, ce texte vise à une application effective de la loi handicap de 2005. Ce texte a été voté hier soir par les sénateurs. Alors, les établissements accueillant du public et les transports collectifs seront-ils un jour accessible aux handicapés? Cette loi de 2005 les y oblige, mais dans les faits, elle n'est pas ou mal appliquée. Alors pour mettre un terme à cette situation, les sénateurs ont donc donné leur feu vert au gouvernement à agir par ordonnance pour accélérer la mise en place de cette loi. La séance est ouverte. Le procès-verbal de la séance du 17 avril a été distribué. Il n'y a pas d'observation. Le procès-verbal est adopté. J'ai plusieurs lectures à vous proposer, mes chers collègues. Monsieur le Président du Sénat a reçu une lettre de Monsieur Michel Doublé, notre collègue de Charente-Maritime, et une lettre de Monsieur Michel Mercier, par lesquelles ils se démettaient respectivement de leur mandat de sénateur de la Charente-Maritime et de sénateur du Rhône à compter du lundi 21 avril 2014 à minuit. À la suite de la cessation du mandat de Michel Doublé, sénateur de la Charente-Maritime, le siège détenu par ce dernier est devenu vacant et sera pourvu lors du prochain renouvellement partiel du Sénat. Monsieur le ministre de l'Intérieur a fait connaître à Monsieur le Président du Sénat, Monsieur Jean-Jacques Pignard est appelé à remplacer à compter du mardi 22 avril 2014 à 0h en qualité de sénateur du Rhône de M. Michel Mercier, démissionnaire de son mandat. Monsieur le Président du Sénat a reçu de Monsieur le Premier ministre la demande de constitution d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restantes en discussion du projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Il sera procédé à la nomination des représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire selon les modalités prévues par l'article 12 du règlement. Mes chers collègues, en application de l'article 45, alinéa 2 de la Constitution, le gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l'examen, premièrement, du projet de loi relatif aux activités privées de protection des navires, puis du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord relatif à l'hébergement et au fonctionnement du centre de sécurité Galileo, et du projet autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Canada relatif à la mobilité des jeunes, et enfin du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord instituant le consortium des centres internationaux de recherche agricole en qualité d'organisation internationale, mais aussi du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le consortium des centres internationaux de recherche agricole relatif au siège du consortium et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, puis du projet de loi relatif à la sécurisation des contrats de prêt structurés souscrits par les personnes morales de droit public. Mes chers collègues, par lettre en date du 25 avril 2014, Monsieur le Premier ministre a indiqué à Monsieur le Président du Sénat que le gouvernement fera, en application de l'article 151 de la Constitution, une déclaration suivie d'un débat portant sur le projet de programme de stabilité pour 2014-2017, demain, mardi 29 avril 2014, mes chers collègues, à 21h45. En conséquence, l'ordre du jour de demain s'établit comme suit. À 9h30, question orale. De 14h30 à 18h30, désignation d'un vice-président en remplacement de notre collègue M. Didier Guillaume. Ensuite, ordre du jour réservé au groupe RDSE, proposition de loi relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive, puis proposition de loi tendant à rééquilibrer les règles relatives à la perception de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité au bénéfice des communes. Puis, de 18h30 à 19h45, hors du jour réservé au groupe socialiste, proposition de loi tendant au développement et à l'encadrement des règles et à l'amélioration du statut des stagiaires.
Puis donc, à 21h45, déclaration du gouvernement, suivie d'un débat portant sur le projet de programme de stabilité pour 2014-2017, en application donc de l'article 51 de la Constitution. Conformément au droit commun défini à l'article 29 ter du règlement, les orateurs des groupes, ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe, disposeront dans la discussion générale d'un temps global de 2 heures. Les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mardi 29 avril à 15 heures. Pour la commission des finances, le rapporteur général interviendra après la déclaration du gouvernement et le président à la suite des orateurs des groupes. L'examen de la proposition de loi visant à limiter l'usage des techniques biométriques est reporté à une date ultérieure, ainsi que le délai limite donc des dépôts des amendements de séance. Acte, mes chers collègues, est donné de cette modification. J'ai une demande de rappel de règlement de notre collègue, Madame Isabelle Debré. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président, Madame le ministre, ou la ministre, je ne sais pas ce que vous préférez, mes chers collègues. Je voudrais quand même vous faire part de mon mécontentement, de mon indignation, j'irai même jusque-là, ainsi que celle de mes collègues. J'ai eu la chance, l'honneur, de commettre un rapport avec Larlis Campion sur l'évaluation de la loi 2005, la loi sur l'accessibilité des personnes handicapées, entre autres. Nous savions, avec Larlis Campion, nous savions qu'il y avait un gros problème concernant l'accessibilité, la mise aux normes des ERP, des établissements recevant du public, à la date de 2015. Nous en étions parfaitement conscientes. Nous avions pris la décision de ne pas reporter la date, mais nous avions pris date et nous avions décidé qu'il fallait effectivement un jour regarder ce problème. Là-dessus, Madame Carlotti vous a nommé, Madame le rapporteur, parlementaire en mission pour justement accomplir cette mission d'évaluation et de voir ce que l'on pouvait apporter. Jusque-là, c'était vraiment parfait. Là-dessus, vous décidez de déposer une proposition de loi. Et je n'irai pas sur le fond de la proposition de loi, bien que certaines choses sur le fond que je désapprouve, comme le passage par les ordonnances ou d'autres choses encore dont nous pourrons peut-être éventuellement parler. Mais je voudrais parler de la forme. Je trouve totalement inadmissible. On s'adresse à un public fragile. On dépose une proposition de loi 2 jours avant la suspension de séance, 2 jours avant la suspension des travaux parlementaires. Nous avons une semaine de vacances parlementaires. Beaucoup aussi de personnes étaient en vacances, puisque c'était les vacances de Pâques. Et là-dessus, nous n'avons même pas ni le temps d'auditionner Madame le ministre, ni même, Madame le rapporteur, d'écouter vos réponses, puisque nous avons examiné ce projet de loi en 3e position des projets de loi que nous avons examinés, des textes que nous avons examinés ce mercredi matin. Donc vous nous avez dit que vous allez nous répondre en séance. Et nous examinons ce projet de loi aujourd'hui à la reprise des travaux. Et regardez combien nous sommes nombreux dans cet hémicycle. Je trouve que vis-à-vis de ces personnes, qui sont des personnes fragiles, qui attendent un minimum de considération de la représentation nationale, c'est indigne vis-à-vis de ces personnes. Et c'est pour cela, Madame le ministre et Madame le rapporteur, que je ne prendrai pas part à la discussion générale. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un sujet consensuel où nous aurions tous dû être d'accord. Nous aurions tous dû trouver un accord pour ces personnes. C'était facile. Quand nous avons fait ce rapport avec Madame Campion, toutes les deux, nous n'avons eu aucun désaccord. Nous nous sommes toujours entendus sur les positions, sur les décisions à prendre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis choquée, très choquée et peinée. Nous avons beaucoup donné quand nous avons fait ce rapport, pour aujourd'hui faire quelque chose de complètement bâclé. Donc vraiment, je le dis, nous avons reçu des amendements, entre autres de l'APF, la semaine dernière. Nous n'avons même pas pu ni les étudier, ni même les déposer, puisque nous les avons reçus trop tard. Alors vraiment, je vous le dis, à titre personnel, je ne prendrai pas part au vote ou je m'abstiendrai, parce que sur le fond, il y a des bonnes choses, mais sur la forme, c'est parfaitement inadmissible. Merci, chers collègues. Acte est donné de ce rappel au règlement assez fondamental quant à l'organisation de nos travaux. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi habilitant le gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées. Dans la discussion générale, la parole est à Madame Ségolène Neuville, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur pour avis, Mesdames les sénatrices et Messieurs les sénateurs, il y a tout juste 10 ans, le 1er mars 2004, la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées était adoptée en première lecture ici, au Sénat. Certains d'entre vous ont participé à ces débats et s'en souviennent. Le rapporteur était le sénateur Paul Blanc. Le texte issu de la commission mixte paritaire a été adopté presque un an plus tard, le 3 février 2005. Cette loi a imposé que les établissements publics et privés recevant du public soient accessibles à tous avant le 1er janvier 2015 et que les transports collectifs soient accessibles à tous avant le 13 février 2015. Où en est-on aujourd'hui, à quelques mois de l'échéance? Celle qui connaît le mieux la réponse à cette question, car elle y a beaucoup travaillé depuis 2 ans, c'est votre collègue Claire-Lise Campion, aujourd'hui rapporteure du projet de loi d'habilitation que je viens vous présenter. Madame la rapporteure, je souhaite aujourd'hui vous remercier, mais aussi vous féliciter pour tout le travail que vous avez accompli. Vous avez montré une constance et une ténacité exceptionnelles. Dans votre rapport de juillet 2012, réalisé avec votre collègue Isabelle Debré, pour la Commission de contrôle de l'application des lois, vous aviez déjà conclu que la généralisation de l'accessibilité du cadre bâti, des transports et de la voirie ne pourrait être effective en 2015. En septembre 2012, un travail conjoint du Conseil général de l'environnement et du développement durable, de l'Inspection générale des affaires sociales et du contrôle général économique et financier a été publié et a abouti au même constat. Il existe des difficultés et des retards dans la mise en œuvre des obligations fixées par la loi de 2005. En octobre 2012, Madame la rapporteure, Claire-Lise Campion, vous avez été chargée par le Premier ministre d'évaluer l'accessibilité en France et de rechercher les solutions concrètes permettant à notre pays de mettre en œuvre les objectifs de la loi de 2005. Je souhaite ici vous livrer quelques chiffres extraits du rapport de votre collègue intitulé « Réussir 2015 ». En France, 86% des communes ont installé leur commission communale d'accessibilité, mais seulement 13% d'entre elles ont adopté leur plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics. Il existe presque 300 000 établissements communaux recevant du public, exactement 298 000. Un diagnostic d'accessibilité a été réalisé pour 56% d'entre eux. Le nombre total d'établissements recevant du public, qu'ils soient publics ou privés, est difficile à estimer, on l'estime à 2 millions. Parmi ces 2 millions d'établissements, 330 000 ont déjà fait l'objet de travaux d'ensemble ou partiels. Dans le domaine du logement, sur presque 34 millions de logements, 80% sont soit dotés d'un ascenseur, soit situés au rez-de-chaussée, mais cette estimation est contestée. Dans les transports publics urbains, 90% des autobus ont un plancher bas, 69% sont équipés d'une palette rétractable, 65% disposent d'un système d'annonce sonore des arrêts, 72% d'un système d'annonce visuelle des arrêts. Ces chiffres ne sont malheureusement pas disponibles pour les transports interurbains. Dans les transports publics ferroviaires, sur les 3000 gares existantes, seules 172 gares dites de référence sont sous l'entière responsabilité de la SNCF. Parmi elles, 50 sont entièrement accessibles et 122 autres le seront en 2015. Ces quelques chiffres, qui peuvent vous paraître fastidieux, révèlent 2 choses. D'une part, ces données sont parcellaires et très incomplètes. Nous ne disposons en France d'aucun système exhaustif pour connaître l'état des lieux exact de l'accessibilité. D'autre part, étant donné le retard, il est totalement utopique d'imaginer que tous les établissements recevant du public, tous les systèmes de transport public, toutes les voiries seront en conformité avec la loi de 2005 d'ici quelques mois. Face à ce constat,
Et conformément aux recommandations de Claire-Lise Campion dans son rapport, le comité interministériel du handicap du 25 septembre 2013 a décidé d'engager des travaux de concertation afin de faire évoluer le cadre juridique de manière consensuelle, l'objectif étant le pragmatisme. Les premières concertations ont porté sur la mise en œuvre des agendas d'accessibilité programmés, proposition phare du rapport Réussir 2015. Ces agendas permettront aux acteurs publics ou privés de s'engager sur un calendrier précis et chiffré de travaux d'accessibilité, rendant ainsi concrète et réelle l'accessibilité pour tous portée par la loi de 2005. C'est l'objet principal du projet de loi d'habilitation qui vous est soumis aujourd'hui. En parallèle, d'autres réunions de concertation ont eu lieu sur les normes d'accessibilité du cadre bâti, de la voirie et des transports publics. L'objectif était d'adapter ces normes à l'évolution des techniques, de les simplifier pour les rendre plus efficaces en tenant compte des contraintes et de les compléter pour mieux prendre en compte l'ensemble des handicaps. En effet, l'accessibilité ne concerne pas le seul handicap moteur, mais aussi le handicap mental, visuel, auditif, psychique. Ce sont donc 140 heures de concertation inédites qui ont mobilisé l'ensemble des parties prenantes, les associations de personnes handicapées, les associations d'élus, les collectivités locales, les fédérations professionnelles des secteurs économiques concernés, les professionnels de l'accessibilité. L'objet du projet de loi est de permettre, par voie d'ordonnance, la mise en œuvre des décisions prises par le gouvernement à partir des préconisations issues de la concertation, du moins pour celles qui nécessitent des mesures de niveau législatif. L'article 1er du projet de loi rassemble les mesures à prendre pour donner la possibilité de prolonger au-delà de 2015 le délai permettant d'effectuer les travaux de mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public. Il s'agit de la mise en place d'un nouvel outil, l'agenda d'accessibilité programmée, et d'un dispositif de suivi et de sanction, puisque la loi de 2005 n'avait pas prévu la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. L'agenda d'accessibilité programmée, qu'est-ce que c'est? Un document de programmation financière des travaux d'accessibilité qui permettra à ceux qui ne sont pas en conformité avec la loi de 2005 de s'engager sur un calendrier précis. Il s'agit pour le gouvernement de créer une véritable dynamique d'accessibilité et de garantir son prolongement au-delà du 1er janvier 2015. Car si nous ne faisions rien, que se passerait-il exactement au 1er janvier 2015 ? Pour l'immense majorité des bâtiments non accessibles, des établissements non accessibles, il ne se passerait rien en dehors de la menace d'une plainte d'un usager. La réforme que nous proposons aujourd'hui va permettre de rappeler à tous les obligations existantes en termes d'accessibilité. Chacun aura alors le choix entre ne rien faire et risquer les sanctions définies par la loi de 2005 en cas de plainte, ou s'engager dans un programme financier et technique très précis, l'agenda d'accessibilité programmée. Ces agendas s'adressent aux maîtres d'ouvrage et aux exploitants d'établissements recevant du public, quelle que soit la catégorie. Encore une fois, le dispositif législatif issu de la loi de 2005 demeure. Le non-respect de l'échéance du 1er janvier 2015 reste sanctionnable pénalement. Les agendas d'accessibilité programmés sont un dispositif d'exception qui permet de poursuivre en toute sécurité juridique des travaux d'accessibilité après le 1er janvier 2015. L'ordonnance définira le contenu de l'agenda d'accessibilité programmé, les procédures applicables pour son dépôt et sa validation par l'autorité administrative et les modalités de suspension ou de prolongation éventuelles. Sera également mis en place par l'ordonnance un suivi de l'avancement des travaux prévus avec la transmission de bilan. Ce suivi pourra conduire à des sanctions en cas de non-respect des engagements pris par le signataire de l'agenda. Ce dispositif de contrôle constituera la contrepartie de la souplesse nouvelle donnée au calendrier. Il ne faut surtout pas oublier qu'une des raisons de la non-application de la loi de 2005 est l'absence de dispositif de contrôle pendant 10 ans. L'article 2 habilite le gouvernement à modifier les exigences d'accessibilité pour les services de transport public de voyageurs et les gares et à créer un agenda pour les transports, le schéma directeur d'accessibilité, agenda d'accessibilité programmée. L'article 3 habilite le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les dispositions relatives à l'outre-mer, ainsi que diverses mesures relevant du domaine de la loi. Ainsi,
L'article 3 prévoit d'exempter les communes de très petite taille de l'obligation d'élaborer le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics. Le seuil en deçà duquel l'élaboration de ce plan sera facultative sera fixé par ordonnance. Pour les petites communes dépassant ce seuil, mais en dessous d'une limite de population fixée également par l'ordonnance, l'article 3 prévoit une simplification du plan de mise en accessibilité. Par ailleurs, l'article 3 autorise plus largement les chiens guides d'aveugles et les chiens d'assistance des personnes handicapées dans les transports et les lieux publics. Enfin, l'article 3 sollicite votre habilitation pour créer un fonds dédié à l'accompagnement de l'accessibilité universelle. Les ressources de ce fonds proviendront des sanctions financières prononcées du fait du non-respect des agendas d'accessibilité programmés et des schémas directeurs d'accessibilité. Le choix de recourir à une ordonnance a pu surprendre, et je viens encore de l'entendre, tant le sujet du handicap et de l'accessibilité nous concerne tous, et en premier lieu la représentation nationale. Mais il y a urgence à agir. Urgence à agir pour mettre en place les agendas d'accessibilité programmés si nous voulons obtenir, dès 2015, de réelles avancées concrètes dans l'accessibilité pour tous. Car l'objectif que nous poursuivons aujourd'hui, il n'est pas de se donner plus de temps, pas du tout. L'objectif, il est bien de se donner les moyens d'appliquer une loi qui jusqu'à présent ne l'était pas, ou pas suffisamment. Alors, au-delà de ce projet de loi d'habilitation, je suis venue vous parler aujourd'hui de l'ensemble de la réforme de l'accessibilité. Alors que jusqu'à présent, l'absence d'accompagnement efficace des acteurs publics et privés explique en partie notre difficulté à parvenir au rendez-vous de 2015, le gouvernement s'engage à garantir le succès de cette réforme. Je signerai ainsi très prochainement une convention avec la Caisse des dépôts et consignations et BPI France afin de faciliter dès 2014 l'accompagnement financier des collectivités locales et des entreprises dans leurs travaux d'accessibilité. J'engagerai d'ici l'été une vaste campagne de communication pour expliquer le nouveau dispositif et sensibiliser à l'accessibilité universelle. Cette campagne sera relayée sur le terrain par 1000 services civiques qui seront de véritables ambassadeurs de l'accessibilité. Par ailleurs, la réforme comporte également un réajustement des normes qui va permettre à des milliers d'établissements de réaliser des travaux alors que jusqu'à présent, ils les avaient jugés irréalisables. Ce réajustement, fruit de la discussion entre tous les acteurs concernés, est équilibré entre les attentes et les contraintes des uns et des autres. L'ensemble des propositions issues de la concertation présidée par Claire-Lise Campion ont été retenues par le gouvernement. Ainsi, la réglementation sera simplifiée pour la rendre plus efficace. Par exemple, les solutions techniques alternatives aux normes réglementaires seront autorisées dès lors que démonstration sera faite que les solutions qui sont proposées sont équivalentes et offrent le même niveau de service. Cette accessibilité pragmatique permettra aux collectivités locales comme aux acteurs privés de définir plus facilement leur stratégie d'accessibilité. Dans les commerces en dernier ressort, par exemple, l'installation d'une rampe amovible sera autorisée. Hôtels et restaurants verront aussi leurs normes davantage adaptées à leur activité. En parallèle, l'ensemble des formes de handicap seront mieux prises en compte. La formation des personnels chargés de l'accueil et de la sécurité des clients et des usagers handicapés, quel que soit le type de handicap, sera généralisée. À l'instar du registre de sécurité, un registre d'accessibilité devra être enseigné par tous les établissements recevant du public pour préciser les modalités d'accès aux prestations des personnes handicapées, tout handicap confondu. D'autres mesures de simplification et d'amélioration des normes sont prévues. Elles seront très rapidement traduites par des textes réglementaires pour être mises en œuvre dès cette année, en même temps que les agendas d'accessibilité programmés. Enfin, la réforme de l'accessibilité, c'est aussi une partie des mesures décidées par le Comité interministériel du handicap en septembre dernier et qui ne font pas partie de ce projet de loi. Ainsi, par exemple pour les téléphones, outils incontournables de la vie quotidienne, pour que le téléphone ne soit plus un obstacle pour les personnes sourdes ou malentendantes,
ou les personnes handicapées de la parole, je supervise actuellement une expérimentation nationale de relais téléphoniques. Pour faciliter la circulation des chiens guides dans les lieux publics et améliorer leur formation, nous renforçons actuellement la labellisation des centres d'éducation, des chiens guides et d'assistance. Je travaille également avec le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, à l'amélioration de l'accessibilité des campagnes électorales et des opérations de vote. Et je travaille également avec l'ensemble des membres du gouvernement à faciliter l'accès à l'information publique et gouvernementale en promouvant le français facile à lire et à comprendre. J'aurais tendance à dire en direction de tous, car, vous le savez, parfois le discours politique peut être un petit peu ardu à entendre. Et ça, je le pense sincèrement pour nous tous. L'accessibilité des sites Internet publics et privés, du cinéma, du livre, des festivals, de l'information des consommateurs sont également à mon programme. Les progrès d'une société se mesurent, entre autres, par sa capacité à se rendre accessible à tous, sans distinction. Notre mission collective consiste donc à supprimer ou à réduire autant que possible les situations de handicap que peuvent rencontrer quotidiennement plusieurs millions de nos concitoyens. C'est l'autonomie, c'est la participation, c'est la citoyenneté qui sont en jeu. C'est l'accès à l'école, l'accès à la formation, l'accès à l'emploi, l'accès aux soins, l'accès à la culture, l'accès aux services publics, l'accès à la consommation, l'accès au logement, l'accès à la vie démocratique qui en dépendent. Alors la question qui se pose aujourd'hui, c'est bien celle-ci. Dans quelle société voulons-nous vivre? Si ce que nous souhaitons, c'est une société plus juste et plus solidaire, alors nous devons agir aujourd'hui, maintenant, tout de suite, pour permettre enfin l'application généralisée de la loi de 2005. Il n'est plus question de regarder vers le passé, de regretter ce qui n'a pas été fait, ou d'énumérer ce qui aurait pu être fait. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de regarder vers l'avenir. Ne plus considérer l'accessibilité comme une charge supplémentaire, mais bel et bien comme un investissement d'avenir. En France, on estime à 12 millions le nombre de personnes dont on peut améliorer le quotidien par l'accessibilité universelle. Dans le monde, des centaines de millions de personnes voyagent et choisissent leur destination en fonction de l'accessibilité des lieux publics et touristiques, des hôtels, des restaurants, des commerces. Il est temps que la France, pour développer son attractivité, ajoute à ses nombreux atouts l'accessibilité pour tous. Pour aboutir à ce résultat, il nous faut enclencher une véritable réforme de société. C'est l'objectif que nous poursuivons aujourd'hui. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je compte sur vous. Merci, Madame la Ministre. La parole est maintenant à Madame la rapporteure de la Commission des Affaires sociales, Claire-Lise Campion. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le Président de la Commission du Développement durable, Monsieur le rapporteur pour avis, mes chers collègues. Le projet de loi d'habilitation dont nous débattons aujourd'hui est le fruit d'un long cheminement. Merci Madame la Ministre de l'avoir rappelé dans vos propos. La question de l'accessibilité a pris corps dans le débat public à l'occasion de la loi de 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, qui certes avait fixé des objectifs prometteurs, mais ne s'était pas donné les moyens d'y parvenir. Il a fallu attendre 30 ans et l'adoption de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées pour qu'une nouvelle étape soit franchie. La notion d'accessibilité est alors étendue à tous les types de handicap, mental, sensoriel, psychique, cognitif, polyhandicap, et à tous les domaines de la vie en société, que ce soit les questions du cadre bâti, de la voirie, des espaces publics, du transport, de la citoyenneté, de l'école, des services publics, des loisirs, etc. Et cela au bénéfice de l'ensemble de la population.
On parle désormais d'accessibilité universelle pour désigner le processus visant à éliminer toutes les barrières qui peuvent limiter une personne dans l'accomplissement de ses activités quotidiennes. Cette démarche s'adresse non seulement aux personnes atteintes d'un handicap, mais aussi à toute personne pouvant être confrontée un jour ou l'autre à une difficulté de déplacement, qu'elle soit temporaire ou durable. Loi ambitieuse, la loi de 2005 a posé un principe fort, l'obligation de mise en accessibilité du cadre bâti et des transports à l'horizon 2015. En fixant ce cap, elle a indéniablement permis de lancer une dynamique et d'opérer progressivement un changement d'état d'esprit dans notre société. Des efforts incontestables, qui doivent être salués, ont été déployés par les acteurs concernés pour faire avancer l'accessibilité. Les progrès sont tangibles, tant en matière de logement neuf, d'établissements recevant du public que de transport. Pour autant, la France, effectivement, ne sera pas au rendez-vous du 1er janvier 2015. Ce constat lucide, Isabelle Debré et moi-même l'avons posé dès juillet 2012 à l'occasion de la remise de notre rapport sur l'application de la loi de 2005 à la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois. Quelques mois plus tard, effectivement, une mission conjointe de trois inspections parvenait à la même conclusion. Plusieurs raisons expliquent notre retard. Un délai de parution des décrets plus long que prévu, un impact financier des travaux à mener mal, voire non évalué, une mauvaise appréciation des délais nécessaires à la réalisation de l'ensemble des travaux, une réglementation trop complexe et un défaut de portage politique. Car après la promulgation de la loi et en dehors des 2 conférences nationales du handicap, l'insuffisance de l'impulsion politique n'a pas permis de mobiliser les acteurs de terrain ni d'assurer une appropriation suffisante des enjeux d'accessibilité. Cette volonté de suivi et d'accompagnement est désormais au rendez-vous. La nécessité de poursuivre l'adaptation de notre société en vue de la rendre plus inclusive a en effet amené le gouvernement à faire de l'accessibilité l'une de ses priorités. Le risque, à quelques mois des échéances, était de revenir sur la loi de 2005. Plusieurs initiatives passées l'ont malheureusement démontré. La tentation peut être grande de revenir sur les acquis de ce texte. Le gouvernement n'a pas fait ce choix. Dès octobre 2012, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault m'a confié une mission afin de faire le point sur l'état d'avancement de ce dossier et de rechercher en concertation, comme vous l'avez décrit, Madame la Ministre, avec l'ensemble des acteurs, les solutions permettant à notre pays de répondre le mieux possible aux attentes légitimes suscitées par la loi de 2005. Je lui ai remis mon rapport intitulé « Réussir 2015 » le 1er mars 2013. Parmi les 40 propositions qu'il contient, 2 mesures se distinguent plus particulièrement. La mise en place des agendas d'accessibilité programmés, les ADAP, documents d'engagement et de programmation décidés par les maîtres d'ouvrage, et l'ajustement dans la concertation des normes d'accessibilité qui se révèlent peu opérationnelles. C'est sur la base de Réussir 2015 que le Premier ministre a décidé, lors du CIH, le comité interministériel du handicap, réuni pour la première fois le 25 septembre 2013, d'ouvrir dès le mois suivant 2 chantiers de concertation afin de faire évoluer de manière consensuelle le cadre juridique de l'accessibilité. Un premier sur la mise en place par voie d'ordonnance du nouvel outil ADAP, pour poursuivre la dynamique engagée par la loi de 2005, un second sur les normes d'accessibilité du cadre bâti, de la voirie et des transports pour les adapter à l'évolution des techniques, aux besoins des personnes handicapées et aux contraintes des opérateurs. À la demande du Premier ministre, j'ai assuré la présidence de cette concertation qui s'est déroulée d'octobre 2013 à février 2014 en collaboration avec la déléguée ministérielle à l'accessibilité. Je voudrais m'arrêter quelques instants sur ce processus inédit qui constitue le point de départ du projet de loi qui nous est aujourd'hui soumis. Cette concertation, qualifiée par tous de moment historique, a été l'occasion pour la première fois et à une telle échelle de réunir autour d'une même table l'ensemble des parties prenantes au dossier de l'accessibilité. Les associations de personnes handicapées, les représentants du commerce, de l'hôtellerie-restauration et des professions libérales, les responsables du secteur des transports, les associations d'élus locaux, les maîtres d'œuvre et d'ouvrage, les techniciens et les experts. Au cours de ces 140 heures de réunion,
j'ai pu mesurer et apprécier le respect qui a prévalu dans les discussions, l'esprit constructif et la très grande assiduité qui ont animé la centaine de participants. Ces échanges nourris ont permis, et c'est là sans doute la plus grande avancée, à tous les acteurs de prendre conscience des attentes, des difficultés et de la réalité vécue par les uns et les autres, tout en gardant à l'esprit la nécessité de trouver ensemble les moyens de faire progresser l'accessibilité. Menée à son terme, cette concertation est parvenue à 2 grandes séries de mesures. La première est l'élaboration d'un cadre national aux ADAPT, qui deviennent un véritable instrument de politique publique. De quoi s'agit-il? L'ADAPT est effectivement un document de programmation et de financement des travaux d'accessibilité, structuré en une ou plusieurs périodes opérationnelles, permettant aux acteurs n'étant pas en conformité avec les règles d'accessibilité posées par la loi de 2005 de s'engager sur un calendrier précis et resserré. C'est un acte d'engagement volontaire qui ne se substitue pas à la loi de 2005, mais qui la complète. Il s'adresse aux maîtres d'ouvrage et aux exploitants des établissements recevant du public et privé, quelle que soit leur catégorie, ainsi qu'aux autorités organisatrices de transport de voyageurs. Cet outil cohérent et opérationnel est le fruit d'un véritable équilibre entre les attentes légitimes des uns et les difficultés à faire des autres. Il n'est en effet pas imaginable de retrouver dans quelques années la même situation que celle que nous connaissons aujourd'hui. Il faut donc que l'agenda d'accessibilité programmé soit attractif et crédible aux yeux de chacun. Attractif et crédible, l'ADAPT l'est tout d'abord pour les associations de personnes handicapées, en ce qu'il garantit que les objectifs de mise en accessibilité seront tenus. Les dossiers d'engagement à entrer dans une procédure d'ADAPT devront être déposés avant le 31 décembre 2014, puis devront être validés par le préfet. L'engagement dans un agenda d'accessibilité programmé est irréversible. Un dossier validé devra être mené à son terme. En l'absence d'agenda d'accessibilité programmé, le non-respect de l'échéance du 1er janvier 2015 sera, sauf dérogation validée, toujours passible des sanctions pénales telles qu'elles ont été prévues par la loi de 2005. Il n'y aura pas d'année blanche, nous l'avons dit ainsi. La programmation des travaux sera échelonnée sur 1, 2 ou 3 périodes et dès la première année, l'amélioration de l'accessibilité devra être constatée. Des points de contrôle réguliers jalonneront toute la procédure, à la fin de la première année puis au terme de chaque période. Des sanctions financières graduées seront appliquées en cas de non-respect des engagements pris dans le cadre de l'agenda. Dans le domaine des transports, des obligations assorties de sanctions seront fixées en termes de formation des personnels, d'information des usagers et d'accessibilité du parc de matériel roulant routier. Attractif et crédible, l'ADAPT l'est ensuite pour les gestionnaires d'établissements recevant du public et les services de transport, en ce qu'il constitue une solution adaptée et réaliste pour se mettre en conformité avec la loi de 2005. L'élaboration d'un agenda d'accessibilité programmé permettra de ne pas s'exposer aux sanctions pénales instaurées par la loi de 2005 et de poursuivre, au-delà du 1er janvier 2015, les travaux de mise en accessibilité. La procédure d'ADAPT sera simplifiée pour les ERP de 5e catégorie qui constituent la grande majorité des établissements recevant du public. Les dossiers d'ADAPT pourront être déposés dans un délai d'1 an suivant la publication de l'ordonnance, à condition que l'engagement ait été pris avant le 31 décembre 2014. L'obligation d'accessibilité des points d'arrêt et des gares fera l'objet d'une priorisation. Le droit au transport des enfants handicapés scolarisés est réaffirmé autour du projet personnalisé de scolarisation, le PPS. Au final, c'est bien une démarche d'équilibre, de pragmatisme et de confiance raisonnée, ainsi que je pouvais le recommander dans mon rapport Réussir 2015, qui a prévalu. Non seulement nous n'abandonnons pas l'échéance du 1er janvier 2015, mais nous donnons aussi les moyens de poursuivre la dynamique au-delà de cette date. La seconde série de mesures concerne l'évolution des normes d'accessibilité.
L'objectif de cet autre volet de la concertation était, tout en maintenant l'important corpus juridique issu de la loi de 2005, d'adapter les dispositions techniques et réglementaires afin de les rendre plus lisibles et plus efficientes. Certaines d'entre elles sont en effet trop souvent perçues comme un frein au progrès et à l'innovation. De même, l'on a trop tendance aujourd'hui à privilégier le respect strict de la norme plutôt que la qualité d'usage. Un autre impératif était de mieux prendre en compte toutes les formes de handicap, conformément à l'objectif d'accessibilité universelle. Là aussi, grâce à une écoute réciproque et à une ferme volonté de trouver des solutions partagées, de nombreuses recommandations ont vu le jour. L'assouplissement de certaines normes pour le cadre bâti, la simplification et la clarification des exigences dans les secteurs du commerce, de l'hôtellerie et de la restauration, l'amélioration de la sécurité des déplacements et du repérage dans l'espace, la généralisation de la formation des personnels d'accueil, l'obligation d'information des usagers des ERP à travers la création d'un registre d'accessibilité, tel que vous l'avez décrit, Madame la Ministre, le développement du sous-titrage dans les lieux publics. C'est sur la base des 2 rapports de conclusion de la concertation que le Premier ministre a confirmé le 26 février dernier que les mesures de niveau législatif, comme la création des agendas d'accessibilité programmés, feront l'objet d'un projet de loi d'habilitation à légiférer par ordonnance et que les autres mesures, notamment celles issues du chantier environnement normatif, seront mises en œuvre au niveau réglementaire dans le même calendrier resserré. Comme vous tous, mes chers collègues, je suis toujours réservée lorsqu'un gouvernement, quel qu'il soit, décide de recourir à la procédure prévue à l'article 38 de la Constitution pour accélérer la mise en œuvre de sa politique. Si le recours aux ordonnances ne saurait être un mode habituel d'élaboration de la loi, il est cependant justifié dans des domaines précisément circonscrits, comme celui de l'accessibilité. J'y vois 3 raisons. Premièrement, l'urgence de la situation. À quelques mois de l'échéance du 1er janvier 2015, seules les ordonnances nous permettent de rester dans les temps. Je vous rappelle que les agendas d'accessibilité programmés doivent être opérationnels très rapidement afin de permettre aux acteurs concernés de faire part, avant le 31 décembre 2014, de leur intention de recourir à ce nouvel outil. À défaut, ce sont les sanctions pénales prévues par la loi de 2005 qui s'appliqueront. Deuxièmement, la technicité du sujet. La concertation l'a montré. L'accessibilité est un dossier d'une très grande complexité sur lequel il est très difficile de trouver un équilibre entre les positions des uns et des autres. Nous nous en sommes approchés, nous nous y sommes parfois parvenus, mais la confiance mutuelle demeure fragile. Troisièmement, l'approbation du monde associatif qui voit dans cette méthode le seul moyen de mettre rapidement en place les outils nécessaires à la poursuite de la dynamique en cours. J'en viens à présent au projet de loi d'habilitation à proprement parler qui se compose de 4 articles. Le premier article habilite le gouvernement à créer pour les ERP le nouveau dispositif des ADAP, compte tenu de l'agenda, qui sera déterminé par l'ordonnance qui précisera les procédures applicables pour son dépôt, sa validation, le suivi de l'avancement des travaux, et qui précisera également les délais de réalisation des actions et le régime des sanctions administratives encourues dans le cas de non-respect. Cet article premier permet également d'adapter, sur la base des recommandations de la concertation, certaines obligations législatives prévues par la loi de 2005 en matière d'accessibilité des ERP et des bâtiments d'habitation. L'article 2 habilite le gouvernement à instituer pour les services de transport public de voyageurs un dispositif qui est comparable à celui prévu pour les établissements recevant du public, le SDA ADAP, le schéma directeur d'accessibilité, agenda d'accessibilité programmé. Et sur le modèle de l'article 1er, l'ordonnance définira l'ensemble des procédures qui seront applicables au SDA ADAP. Et prenant appui sur les conclusions de la concertation, l'article 2 prévoit aussi une habilitation pour adapter les exigences incombant aux services de transport public de voyageurs en matière de points d'arrêt et d'accessibilité du matériel roulant.
L'article 3 habilite le gouvernement à prendre diverses mesures relevant du domaine de la loi et correspondant aux préconisations de la concertation. J'en cite quelques-uns. L'assouplissement pour les petites communes de l'obligation d'élaborer le PAV, le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics. L'autorisation plus large des chiens guides d'aveugles et des chiens d'assistance dans les transports et les lieux publics. L'élargissement de la composition et des missions des commissions communales et intercommunales pour l'accessibilité aux personnes handicapées ainsi que le changement de leur dénomination, la création d'un fonds dédié à l'accompagnement de l'accessibilité universelle, dont les ressources proviendront des sanctions financières prononcées dans le cadre des ADAP et des SDA-ADAP, et enfin l'adaptation à l'outre-mer de certaines mesures prévues entre les articles 1 à 3. L'article 4 fixant, lui, à 5 mois, suivant la publication de la loi, le délai dans lequel les ordonnances devront être prises par le gouvernement et fixant également à 5 mois, à compter de la publication de chaque ordonnance, le délai de dépôt du projet de loi de ratification correspondant. Le gouvernement a d'ores et déjà fait part de son intention de publier les ordonnances au début de l'été, ce dont je me félicite. Après un débat nourri et constructif, comme toujours lorsqu'il s'agit de politique du handicap, notre commission a adopté le projet de loi d'habilitation sans modification. Pour autant, ce texte a suscité, et c'est légitime, beaucoup d'interrogations de la part de nos collègues. Le débat qui va suivre permettra, j'en suis sûre, de leur apporter des réponses précises et persuasives. Je souhaite, pour finir, insister sur un point qui me paraît fondamental, si vous me le permettez, Madame la Ministre, le nécessaire effort de pédagogie et de communication. Le chantier de l'accessibilité a jusqu'à présent assurément pâti d'un manque d'accompagnement des acteurs de terrain. Il ne faut pas que nous reproduisions les mêmes erreurs. Le nouveau dispositif des ADAP aura besoin d'être expliqué tant aux professionnels qu'aux personnes handicapées et à leurs représentants associatifs locaux. Je suis d'autant plus convaincue de l'utilité de cette démarche que j'ai pu constater combien la diffusion d'informations erronées pouvait avoir des effets dévastateurs. Ainsi, les différents délais de mise en œuvre des agendas d'accessibilité programmés ont été présentés par certains médias comme un report de 10 ans de l'échéance de 2015, interprétation qui ne repose évidemment sur aucun fondement. Conscient de cet enjeu de communication, le gouvernement a décidé d'agir dans 3 directions, vous nous l'avez dit et annoncé, Madame la Ministre, le recrutement des 1000 ambassadeurs de l'accessibilité dès cette année, qui auront pour tâche de faire connaître la réforme, la mise en place de l'accompagnement financier que vous évoquiez au niveau des collectivités locales et des entreprises par la Caisse des dépôts et consignations et BPI France, le lancement dans les prochaines semaines de cette grande campagne de communication, tout d'abord à destination des professionnels, puis à destination du grand public. Ces actions sont essentielles. Et en tant que nouvelle présidente de l'OBIASU, l'Observatoire interministériel de l'accessibilité et de la conception universelle, je m'impliquerai personnellement très fortement dans ce combat, car il en va, j'en suis convaincue profondément, de la cohésion et de l'avenir de notre société. Je vous remercie. Merci, chers collègues, Madame la rapporteure. La parole est maintenant à Jean-Jacques Filleul, rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la Commission du développement durable s'est saisie pour avis des 2 volets de ce projet de loi d'habilitation relatif à la mise en accessibilité pour les personnes handicapées qui entrent plus particulièrement dans le champ et dans son champ de compétences. Le volet transport qui figure à l'article 2, le volet aménagement de la voirie à l'article 3. Certes, il s'agit d'un projet de loi d'habilitation. Notre Assemblée, comme cela a été dit par Madame la rapporteure à l'instant, notre Assemblée, nous le savons tous, est souvent réticente face à cette procédure. Mais, comme vous le rappelez vous-même, Madame la Ministre, il y a urgence à agir. Ce projet de loi intervient dans le cadre d'une démarche de très large concertation après un travail approfondi. Notre commission a d'ailleurs salué l'état d'esprit dans lequel il a été conçu, c'est-à-dire la recherche d'un équilibre entre l'ambition d'une accessibilité effective des transports et des aménagements de voirie à compter de 2015
et les difficultés de ceux qui doivent mettre en œuvre cette accessibilité, en particulier les collectivités territoriales. Cet objectif n'a jamais été remis en cause depuis la loi de 2005 et ne saurait l'être aujourd'hui. Cet équilibre n'aurait pu être atteint sans la détermination de notre collègue et rapporteure Claire-Lise Campion. Après avoir réalisé plusieurs rapports sur ce thème, elle a été appelée par le Premier ministre à conduire 2 missions de concertation d'une ampleur sans précédent, avec les associations de personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, les représentants des collectivités territoriales et des autorités organisatrices de transport, ainsi que les acteurs économiques concernés. Ces longs mois de travail que je voudrais de nouveau saluer ici ont permis de définir un ensemble de mesures à prendre pour que la mise en œuvre effective de la loi de 2005 soit assurée. L'approche retenue par Claire-Lise Campion, à la fois réaliste et pragmatique, est la bonne. Elle répond en particulier aux difficultés des élus de terrain, qui ont été nombreux à nous alerter ces derniers temps. Ayant nous-mêmes détenu des responsabilités locales, nous savons ce que représente le défi d'accessibilité dans l'ensemble de nos services publics et dans l'espace public pour nos concitoyens en situation de handicap ou à mobilité réduite, tout en mobilisant les moyens financiers nécessaires dans la durée. Nous partageons tous de manière convaincue l'objectif d'accessibilité. Sa mise en œuvre concrète s'est avérée complexe. Cela n'est pas contestable, non du fait d'une mauvaise volonté, mais de l'existence de moyens limités ou d'une abondance de normes complexes, dans certains cas, malheureusement, impossibles à respecter. La démarche que retient le gouvernement est de ce point de vue réaliste. Les propositions qui sont faites tiennent compte du coût des mesures de mise en accessibilité qui a désormais été évalué, ce qui n'était pas le cas en 2005. Elles prennent aussi en compte les moyens de ceux qui les mettent en œuvre. Or, vous le savez bien, ces moyens ne sont pas les mêmes pour tous. Dans cette optique, l'article 3 du projet de loi vise à dispenser les communes en dessous d'un certain seuil démographique, moins de 500 habitants, de l'obligation d'élaborer un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics, le PAV. Et pour les communes entre 500 et 1 000 habitants, à limiter le PAV aux axes les plus fréquentés. Ces seuils ne sont pas inscrits en tant que tels dans le projet de loi, mais ils ont été recommandés par la mission de concertation. On nous dit que ces conclusions seront reprises dans les ordonnances. Peut-être pourriez-vous nous le confirmer, Madame la ministre, dans vos réponses aux questions de mes collègues. Lors de la présentation de mon rapport verbal en commission du développement durable, cette mesure attendue a fait l'unanimité. Monsieur le Président, vous vous en souvenez. Elle devrait répondre concrètement aux difficultés rencontrées par les petites communes. Nous le savons, elles ne disposent pas de ressources techniques, ou pas suffisamment, et peu de crédits d'ingénierie nécessaires pour élaborer ces plans. Dans la même logique et la même unanimité, l'accessibilité des transports scolaires pourra être adaptée et recentrée sur les demandes individuelles d'aménagement formulées par les personnes concernées. La loi de 2005 ne distinguait pas ce type de transport des autres. Elle imposait une accessibilité uniforme du réseau desservi dans ce cadre. C'est là aussi une mesure réaliste. La parfaite application des dispositions antérieures pouvait entraîner des dépenses disproportionnées pour certaines collectivités. La méthode employée est ensuite pragmatique. Elle cible en effet les aménagements à réaliser en priorité, en assumant que toutes les infrastructures ne peuvent pas être rendues accessibles en même temps, mais en suivant un calendrier échelonné. Ce calendrier ne respectera pas moins les impératifs, et j'insiste sur ce point, puisque des procédures de suivi de l'avancement des opérations sont prévues. C'est le sens des schémas directeurs d'accessibilité, agenda d'accessibilité programmée, ADAP. Ils prendront la suite des schémas directeurs d'accessibilité. Par ces agendas, les autorités compétentes en matière de transport devront prendre des engagements précis
pour assurer l'accessibilité des transports en les assortissant d'un calendrier de réalisation qui ne devra pas dépasser une durée établie. Les conclusions de la concertation ont arrêté les durées suivantes: 3 ans pour les transports urbains, 6 ans pour les transports interurbains, 9 ans pour le transport ferroviaire. Pouvez-vous, là encore, c'est une question que je vous adresse, Madame la Ministre, pouvez-vous nous confirmer que ce sont bien les durées que vous inscrirez dans les ordonnances? C'est aussi par souci de pragmatisme qu'a été posé à l'article 2 le principe suivant lequel les points d'arrêt des transports urbains et des transports routiers non urbains à aménager sont ceux qui revêtent un caractère prioritaire. Prioritaire au regard de critères qui seront déterminés par l'ordonnance. Les impossibilités techniques qui empêchent la mise en accessibilité de certains arrêts et rendent obligatoire la mise en place de transports de substitution seront aussi précisées. Alors que la loi de 2005 imposait une mise en accessibilité de l'ensemble des équipements dans un délai relativement court, 10 ans, la démarche proposée est de se concentrer dans un premier temps sur les infrastructures les plus fréquentées ou à proximité d'autres équipements accessibles. Cette hiérarchisation des priorités est une mesure de bon sens qui ne remet pas en cause l'objectif final d'accessibilité. Dans le même temps, le projet de loi complète la loi de 2005 en étendant, par exemple, l'obligation d'accessibilité du matériel roulant, aujourd'hui circonscrite au renouvellement du matériel. L'objectif est de fixer une proportion du parc de matériel roulant routier devant être accessible lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'un service public. Cette mise en accessibilité sera néanmoins progressive jusqu'en 2030, si nous avons bien compris, compte tenu de la durée de vie de ces matériels. Pour conclure, je voudrais rappeler que l'équilibre formé par cet ensemble de mesures est le fruit d'un long travail pendant de longs mois. Cela a été dit, mais je le répète parce que nous en avons pris conscience, Claire-Lise, de concertation et de négociation entre les différentes parties prenantes. Le remettre en cause serait extrêmement préjudiciable à notre volonté commune d'assurer l'accessibilité des transports publics, de la voirie comme des établissements recevant du public. C'est à mon sens l'une des raisons qui justifie pleinement le recours à des ordonnances, outre l'urgence qu'il y a à agir, sur laquelle je ne reviendrai pas. C'est dans cet état d'esprit que notre commission du développement durable, parfaitement consciente des enjeux, a examiné ce projet de loi. Je suis particulièrement fier de vous annoncer qu'elle a émis à l'unanimité un avis favorable à son adoption. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur Robert Tropeano pour le groupe RDSE. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la qualité d'une société s'apprécie notamment à sa capacité à accueillir les différences et à permettre à toute personne handicapée d'être un acteur de la vie sociale, culturelle, professionnelle et sportive. La loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées de 2005 a ainsi marqué un progrès considérable et suscité beaucoup d'espoir pour les personnes handicapées et leurs familles. Cette loi concernait tous les aspects de la vie des personnes en situation de handicap et promettait d'assurer l'égalité entre les valides et les non-valides. Pourtant, encore aujourd'hui, un quart des réclamations liées aux discriminations dont est saisi le défenseur des droits concerne le handicap. La loi de 2005 imposait notamment la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des transports publics pour 2015. Ce délai de 10 ans était particulièrement ambitieux, mais malheureusement assez peu réalisable. Plusieurs raisons peuvent l'expliquer, comme l'a parfaitement rappelé Claire-Lise Campion dans son rapport Réussir 2015.
Mauvaise appréciation des délais nécessaires à la réalisation des travaux, complexité des règles, délai en parution des décrets trop longs et coût des travaux non évalués. Lors de l'examen du texte, en 2004, le groupe du RDSE avait d'ailleurs relevé qu'il suscitait beaucoup de questions, faisait planer quelques menaces et manquait cruellement des moyens de son ambition en termes de financement. Force est de constater que 9 ans après, les craintes exprimées alors se sont révélées exactes. Le bilan sur l'avancement du chantier est plutôt mitigé. En effet, à peine plus de la moitié des écoles et seulement 42% des réseaux de bus sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Mais la situation est surtout préoccupante au niveau des commerces de proximité et des cabinets médicaux et paramédicaux. Malgré des actions de sensibilisation, les commerces de proximité se mobilisent peu pour proposer des services accessibles. Dans son 5e baromètre de l'accessibilité, l'Association des paralysés de France déplore ainsi que le système de santé français, l'un des meilleurs au monde, soit toujours inaccessible aux personnes en situation de handicap. Il peut paraître en effet choquant que le libre choix du médecin traitant, de l'ophtalmo, du gynécologue ou du dentiste n'existe pas pour ces personnes. Le choix s'effectue en fonction du degré d'accessibilité du cabinet et non en fonction des compétences du professionnel. Depuis quelques années, nous savons bien que l'échéance de 2015 ne sera pas tenue. En 2011, un rapport de 3 inspections générales alertait déjà sur les retards pris par l'ensemble des acteurs et le gouvernement l'a reconnu en septembre dernier. Toutefois, la loi de 2005 a conduit au développement d'une meilleure accessibilité et d'une qualité d'usage toujours plus grande. Des structures adaptées aux personnes handicapées se développent et s'enrichissent au fil du temps. Des efforts incontestables ont été déployés par les acteurs concernés pour faire avancer l'accessibilité et, bien que soumises à de fortes contraintes, les communes apportent chaque jour la preuve de leur volonté d'améliorer l'accueil de tous les publics dans les équipements communaux et de faciliter ainsi l'accès aux services publics. L'Association des paralysés de France, qui évalue les communes en fonction du cadre de vie adapté, des équipements municipaux accessibles et de la politique locale volontariste, relève d'ailleurs que la moyenne nationale progresse. En 2013, aucune commune n'obtenait une note globale sous la moyenne, alors qu'elles étaient encore 21 dans ce cas en 2010. Pour autant, nous le savons bien, ces chiffres ne sont pas satisfaisants. Je l'ai dit tout à l'heure, la mise en accessibilité impose des contraintes financières très importantes. En mai 2010, une étude menée par l'Académie Laxémétrie sur le coût de la mise en accessibilité des établissements recevant du public avait évalué le coût des travaux de mise en accessibilité des quelques 300 000 ERP publics. L'investissement nécessaire était alors estimé à 20 milliards d'euros, 3 milliards pour l'État et 17 milliards pour les collectivités, essentiellement les communes et les intercommunalités. Somme non négligeable que les élus locaux doivent financer sans l'aide de l'État. L'étude a également chiffré le budget moyen de la mise en accessibilité par ERP. Pour les communes de moins de 3 000 habitants, il serait de 10 775 € et s'élèverait à 73 000 € pour celles de plus de 3 000 habitants. Selon l'ampleur des travaux et le nombre de ERP, l'impact pourrait représenter le tiers, voire la moitié du budget d'équipement annuel. Pour les départements, le coût moyen par ERP atteindrait 170 400 €, 226 000 € pour les régions et 140 000 € pour l'État. La loi de 2005 nous a imposé de nouvelles dépenses aux collectivités sans accompagner financièrement celles qui s'engagent sur une programmation. Et nous le savons bien, les collectivités sont dans une situation financière extrêmement difficile, leurs ressources étant soit bloquées, soit réduites. Elles sont véritablement asphyxiées. Le manque d'incitation de l'État a laissé les acteurs de terrain dans des difficultés inextricables, même pour les plus volontaristes. Dans ces conditions, il est assez difficile, notamment pour les petites communes, de se mettre en conformité avec la loi. D'autant que l'évaluation du coût ne conserve que les établissements publics
et ne prend en compte ni les travaux de voirie, ni les transports, pourtant indispensables. Il n'est pas toujours évident de circuler dans nos villes en fauteuil roulant, sans parler des personnes aveugles qui rencontrent des difficultés dans les déplacements de leur vie quotidienne. La personne handicapée doit planifier ses déplacements et très souvent, elle ne peut pas se passer d'aide en ville. Par exemple, comme les interphones inaccessibles, les trottoirs trop hauts, les marches à l'entrée des magasins, absence de passages piétons aménagés. Si les personnes dites valides sont peu affectées par ces défauts d'aménagement, en revanche, pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, ces obstacles s'avèrent trop souvent insurmontables. Mais travailler sur la voirie est un véritable casse-tête. Il faut équiper les feux rouges de balises sonores et installer des bandes podotactiles pour faciliter la traversée des personnes malvoyantes. Faire des travaux de nivellement des trottoirs pour que les arrêts de bus soient accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ces aménagements sont bien sûr nécessaires et légitimes pour permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir circuler librement. Mais les communes, au-delà des difficultés financières, sont confrontées à des difficultés d'ordre technique. Étroitesse des rues et des trottoirs, topographie locale, respect du caractère historique d'un bâtiment ou difficulté de concilier les besoins des différents handicaps. Il est donc nécessaire de trouver un équilibre entre ce qu'attendent les uns et ce que peuvent faire les autres, car la réalisation de cet objectif est légitime et nous ne le contestons pas. Mais les élus locaux doivent prévoir des dépenses nouvelles pour la mise aux normes des bâtiments, des trottoirs, des voiries et des transports. Ceux qui gèrent ce type d'infrastructure le savent. Les schémas d'accessibilité les amènent à envisager des dépenses auxquelles il est parfois très difficile de faire face. S'agissant de la mise en conformité des transports en commun, la question est tout aussi préoccupante. Lorsque l'on élabore un schéma d'accessibilité et que l'on voit les coûts considérables et les difficultés techniques, on se rend compte que les normes sont une fois de plus trop contraignantes et souvent contraires à la réalité du terrain. Je comprends la déception et l'impatience des personnes en situation de handicap. Elles attendent depuis des décennies que l'effort en faveur de l'accessibilité se concrétise. Pour autant, le projet de loi ne remet pas en cause la loi de 2005. L'échéance de 2015 est maintenue. Et comme le souligne l'étude d'impact, il s'agit de compléter cette loi de 2005 qui n'avait peut-être pas prévu suffisamment d'outils pour fixer l'objectif d'une accessibilité universelle d'ici 2015. Le projet de loi propose donc d'accompagner les maîtres d'ouvrage qui n'auront pas achevé la mise aux normes avant la date butoir. Seront ainsi mis en place des agendas d'accessibilité programmés qui demanderont aux acteurs n'étant pas en conformité avec la loi de 2005 de s'engager sur un calendrier précis et resserré de travaux d'accessibilité sous peine de sanctions. Il est également prévu d'adapter un certain nombre de normes pour prendre davantage en compte l'ensemble des formes de handicap et simplifier de nombreuses dispositions réglementaires. Pour le gouvernement, je cite, « Cette réforme est indispensable pour maintenir l'objectif d'accessibilité fixé par la loi du 11 février 2005. Elle permettra d'impulser rapidement une accélération des aménagements dans les prochains mois et d'engager un processus irréversible vers l'accessibilité universelle. Nous l'appelons de nos vœux, mais ces mesures devraient garantir aux associations que les objectifs de mise en accessibilité pourront être tenus et offrir aux gestionnaires de REP des services de transport une solution adaptée et réaliste. L'Association pour adultes et jeunes handicapés a ainsi estimé qu'au vu des retards accumulés, les agendas d'accessibilité programmés apparaissent comme la solution la plus réaliste pour avancer de façon pragmatique dans des délais resserrés, et ce, vers l'objectif d'accessibilité pour tous. Un effort supplémentaire doit être fait pour permettre aux personnes en situation de handicap de participer pleinement à la vie de la cité. Nous souhaitons ardemment que les mesures que vous nous proposez, Madame la Ministre, puissent y contribuer. Et c'est avec cet espoir que le groupe du RDSE, à l'unanimité, apportera son soutien au projet de loi. Merci, chers collègues.
Pour le groupe écologiste, la parole est maintenant à Madame Malines Archambault. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame la Rapporteure de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le Rapporteur pour avis, chers collègues, le 1er janvier 2015 devait être une date d'une grande importance pour des millions de Français qui, du fait d'un handicap permanent ou temporaire, ne peuvent bénéficier de l'accès aux transports ou aux infrastructures, aussi bien publiques que privées. La loi du 11 février 2005, en effet, sur l'accessibilité universelle, impose que les établissements publics et privés recevant du public et les transports collectifs soient accessibles aux personnes handicapées, respectivement, cela a été rappelé, avant le 1er janvier 2015 et avant le 13 février 2015. Après le rapport établi par mes collègues Claire-Lise Campion, Isabelle Debré en juillet 2012, puis après la mission conjointe de septembre 2012, il a été établi que les délais hélas, ne pourrait être tenu. Le projet de loi d'habilitation que nous examinons aujourd'hui aborde pourtant un enjeu majeur. Les derniers chiffres publiés par l'INSEE en 2011 et cités par l'AGEFIP établissent qu'en 2007, la France comptait 9 600 000 personnes handicapées au sens large, soit plus de 14% de la population française. Et l'incapacité à tenir les délais prévus initialement est liée à plusieurs raisons qui ont été évoquées par ma collègue Claire-Lise Campion. Donc très rapidement, je le redis, à la fois une trop longue attente entre la loi et la parution des décrets, une réglementation trop complexe, une mauvaise compréhension de l'impact financier, une mauvaise anticipation des délais nécessaires. Et nous devons bien sûr en tirer des leçons pour la suite. Et tout cela couplé à une quasi-absence de portage politique. On ne peut que déplorer que cette question cruciale de société ait été quasiment laissée de côté par les gouvernements pendant 7 années, entre 2005 et 2012, avec un manque de suivi flagrant des pouvoirs publics qui n'ont pas su coordonner ni mobiliser les acteurs de terrain, avec donc les conséquences que l'on connaît, un très gros retard dans les travaux de mise en accessibilité et des sanctions imminentes dans quelques mois, à partir du 1er janvier 2015, pour ceux qui ne respectent pas les conditions prévues par la loi de 2005, si rien n'est fait d'ici là. Le nombre de RP mis aux nouvelles normes d'accessibilité était estimé au 1er janvier 2013 par la délégation ministérielle à l'accessibilité à 60% au maximum. C'est donc tout juste plus de la moitié des ERP, et cela après 8 ans après le vote de la loi de 2005. Et donc, le projet de loi que nous regardons aujourd'hui est un projet de loi d'habilitation. Nous regrettons ce mode de fonctionnement qui ne doit pas être récurrent, qui ne peut pas être le mode habituel de production de la loi. De même que nous regrettons, et j'ai entendu les collègues qui le disaient également, la précipitation des débats. Mais ceci étant dit, nous voyons bien qu'il y a urgence, et que l'urgence de la situation est telle qu'au 1er janvier de l'année prochaine, c'est-à-dire dans quelques mois, si rien n'est fait très vite, les sanctions tomberont et de plus, rien n'est prévu pour faire en sorte que les travaux soient faits. Et donc, il faut être maintenant pragmatique. La mission confiée à ma collègue en 2012 a été une bonne initiative puisqu'elle a permis, enfin, d'établir un état des lieux détaillé et de réfléchir à des solutions concrètes à mettre en œuvre pour que le principe affirmé dans la loi, principe de l'accessibilité universelle, devienne une réalité pour nos concitoyens. Avant cette concertation, les partenaires étaient divisés. D'un côté, les associations de solidarité avec les personnes handicapées à mobilité réduite qui, d'une manière générale, souffrent du manque d'accessibilité dans notre pays et qui appréhendaient la mise en place de délais à rallonge, sans vraie échéance, pour tous ceux qui n'auraient pas respecté la loi, et ceci sans sanction. De l'autre côté, les propriétaires, les gestionnaires d'établissements recevant du public en retard mettaient en avant le poids financier trop important des travaux, la mauvaise prévision des coûts et des délais supplémentaires et des délais nécessaires pour effectuer les travaux.
Claire-Lise Campion a su mener une large concertation, cela a été rappelé avant moi, avec tous les acteurs, aussi bien associations que collectivités, fédérations professionnelles, maîtres d'ouvrage, écartant toute vision binaire du problème de la mise en accessibilité. Et je me réjouis de cette méthode. Je souhaite la remercier pour son travail approfondi d'écoute attentive des acteurs, de recherche de solutions concrètes qui aboutit au projet de loi dont nous débattons aujourd'hui. Certes, tout n'est pas parfait, mais on a avancé. Le sujet des contraintes financières administratives pesant sur les infrastructures soumises à la loi de 2005 sera sans doute abordé dans ce débat. Il a déjà été. Mais ces contraintes, chers collègues, ne peuvent servir de prétexte pour repousser indéfiniment les délais. Le fait est que l'accessibilité universelle n'est toujours pas réalisée dans notre pays, 40 ans après la première loi d'orientation en faveur des personnes handicapées en 1975, 10 ans après la loi de 2005, 9 ans après la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées, inscrivant l'accessibilité au cœur des États et signée par la France. Cela témoigne bien que nous sommes devant une grosse difficulté et qu'il faut avancer. La mise en accessibilité doit être pour tous une priorité, tout d'abord parce qu'elle touche à la question des droits de l'homme, à la vision que nous avons de l'autre, du regard que nous portons sur l'autre. Elle est au cœur des principes qui fondent notre République. L'égalité entre les citoyens, et mon collègue l'a rappelé, est un principe absolu. Cela signifie donc égalité dans l'accès à la vie sociale, économique, politique, culturelle, avec l'objectif de permettre à chaque citoyen d'avoir la plus grande autonomie possible. Et le handicap est encore trop souvent un sujet tabou en France. Si nous continuons à éviter de nous attaquer à ce problème, eh bien, nous nous éloignerons de ce modèle de société égalitaire que nous affirmons vouloir construire. Il faut nous secouer, arrêter de fuir le problème ou de chercher de bons prétextes pour retarder encore l'échéance d'année en année. La mise en accessibilité, en effet, ne doit pas être vue seulement comme une contrainte, comme cela transparaît parfois dans les discours. Elle ne doit pas être perçue comme une charge financière qui empêcherait de financer d'autres investissements. Elle demande, bien sûr, de faire des choix, des arbitrages financiers, mais c'est un bénéfice pour tous, un investissement qui devrait aller de soi. Personne ne met en question la charge financière de la création, par exemple, de places de parking ou d'un escalier pour accéder à un bâtiment, lorsqu'il s'agit d'infrastructures pour les personnes dites valides. Alors pourquoi en serait-il autrement pour les infrastructures nécessaires à l'accessibilité? Ensuite, le manque d'autonomie, le manque d'accessibilité ne sont pas des difficultés pour les seules personnes atteintes d'un handicap. Elles le sont aussi pour toute personne confrontée, un jour ou l'autre, à une difficulté de déplacement, qu'elle soit temporaire ou durable. Maladie, transport d'enfants en bas âge, grossesse, et au regard du vieillissement de la population, cette approche transversale revêt un enjeu considérable. Nous reverrons cette question lors du débat, lors du futur projet de loi sur l'autonomie. Enfin, une question importante, l'accès des jeunes handicapés à la formation et à l'éducation supérieure doit être développé dans notre pays. Le ministère du Travail a indiqué en novembre 2013 que le taux de chômage des travailleurs handicapés s'élevait à 21%. La formation est donc un enjeu particulièrement fort. La loi de 2005 visait à donner l'exemple en demandant aux universités, je prends cet exemple, aux universités notamment, d'effectuer les travaux de mise en accessibilité avant 2011. Les études menées après la date butoir sont peu nombreuses et souvent vagues, mais d'après les estimations du ministère de l'Enseignement supérieur, seul un quart des universités est accessible. Alors, que va-t-il advenir des 3/4 restantes? Pourront-elles également, Madame la Ministre, intégrer le dispositif des ADAP, même si l'échéance prévue par la loi les concernant est déjà dépassée depuis plus de 3 ans? L'accessibilité des établissements d'enseignement et de formation nous paraît un enjeu très fort, notamment dans les universités françaises. Donc, la solution de l'agenda d'accessibilité programmée qui a été établi en collaboration avec tous les partenaires nous semble être la moins mauvaise des solutions, à condition de ne pas retomber dans les écueils de ces 10 dernières années. Nous nous devons pour cela d'être vigilants et proactifs. C'est la raison pour laquelle notre groupe propose 3 amendements
qui vise à faciliter l'application de la loi et à renforcer un contrôle régulier pour anticiper les éventuelles difficultés d'application. Nous proposons tout d'abord un contrôle de l'état d'avancement des actions de mise en accessibilité, au moins tous les 2 ans, par un comité de suivi constitué de représentants de tous les acteurs du dossier de l'accessibilité, y compris des représentants du Parlement. Nous avons une mission de contrôle de l'action publique, il faut l'amener régulièrement, sans attendre la fin de la période prévue par les ADAP. C'est, selon nous, le seul moyen, encore une fois, d'anticiper les difficultés et de trouver des solutions en amont. Et ça peut être également des occasions d'informer et de sensibiliser largement nos concitoyens sur ce sujet, car là aussi, cela a été rappelé avant moi, il y a un grand besoin. D'autre part, nous considérons que le projet de loi d'habilitation peut être davantage proactif. Il est en effet prévu que les ERP n'ayant pas réalisé les travaux nécessaires au 1er janvier 2015 et n'ayant pas non plus souscrit d'agenda programmé ne puissent être condamnés que sur plainte des usagers. Dans la pratique, ces plaintes sont extrêmement rares, car beaucoup d'usagers ont peu de moyens d'engager des actions en justice, souvent très longues, et nombreux donc sont ceux qui passent entre les gouttes. Nous proposons que le gouvernement mette en place un système de contrôle proactif des ERP en s'appuyant sur des structures déjà existantes, comme les commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité, qui comportent des représentants des associations, la délégation interministérielle à l'accessibilité et l'observateur interministériel de l'accessibilité et de la conception universelle. Nous souhaitons enfin qu'une liste publique, c'est notre 3e amendement, des ERP qui ont effectué les travaux de mise en accessibilité ou qui prévoient de les faire par l'intermédiaire d'un ADAP soit mise en ligne pour que toute personne qui s'interroge sur sa capacité à accéder à telle ou telle infrastructure puisse avoir la réponse immédiatement. Vous l'aurez compris, le groupe écologiste est favorable à cette loi d'habilitation, mais par nos amendements, nous appelons à intégrer plus de vigilance concrète, opérationnelle, régulière, en amont, dans les mesures que le gouvernement sera amené à prendre afin de ne pas retomber dans les travers de la loi de 2005. Nous sommes bien sûr favorables à ce projet de loi à condition que le débat d'aujourd'hui n'affaiblisse pas le texte. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant pour le groupe UMP à M. Jean-Pierre Vial. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le projet de loi tendant à habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnance sur les mesures d'accessibilité de la loi du 11 février 2005 ne peut qu'interpeller, tant il aurait été souhaitable que le Parlement ait eu à se prononcer directement sur les dispositions de la mise en œuvre d'une loi dont nous connaissons la volonté politique qui l'a portée. Nous nous trouvons de surcroît devant le paradoxe d'une loi dont l'exigence avait justement eu pour objet de remédier au défaut de la mise en œuvre de la loi de 1975 quant au volet portant sur l'accessibilité. Mais ce seul constat doit nous conduire à plus de réalisme et en tirer toutes les conséquences pour que ce chantier immense n'ait pas à être à nouveau réouvert, ainsi que Madame le rapporteur en faisait elle-même le constat. Malgré des progrès tangibles, la France ne sera pas au rendez-vous du 1er janvier 2015. Je tiens d'ailleurs à saluer la qualité et l'importance du travail réalisé par notre collègue Mme Claire-Lise Campion à travers son premier rapport remis au Premier ministre le 1er mars 2013 et celui plus récent contenant les propositions issues de la concertation et du travail d'animation conduit avec Mme Marie Prost-Coletta. Je le dis avec autant de conviction que, comme ma collègue Isabelle Debré, je regrette qu'effectivement cet immense travail ne nous ait pas permis de réussir la dernière étape qui aurait été celle de saisir le Parlement dans des conditions plus satisfaisantes. Notre pays s'est engagé résolument dans la loi du 30 juin 1975, la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées, qui, il est vrai, n'aura guère été suivie d'effet en ce qui concerne l'accès des personnes handicapées aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population. La loi de 2005 s'était donné une ambition.
et avait été conçu par réaction aux insuffisances de la loi de 1975, dont le chef d'État lui-même, Jacques Chirac, qui l'avait fortement souhaité, ne sera pas pour rien dans l'exigence des arbitrages sur lesquels, il faut bien le reconnaître, il y a lieu d'avoir aujourd'hui une approche plus réaliste et plus pragmatique. La loi de 2005 a posé une notion particulièrement exigeante, fondée sur le principe de l'accès universel, reposant sur son article 41 en imposant d'une façon très large l'accessibilité à toute personne handicapée, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique. Cette exigence a été étendue aux établissements recevant du public, existants ou à construire, en y intégrant la notion de spatialité dont l'article 45 posait le principe de la chaîne du déplacement dans son intégralité. Or, il est un premier paradoxe qui mérite d'être souligné, comme l'ont fait les inspecteurs généraux dans leur rapport de 2012, c'est que l'exigence de l'interprétation du principe d'accessibilité universelle est défendue dans son acception la plus absolue quand elle porte sur le handicap fauteuil, alors que les autres handicaps, tout autant prévus par la loi de 2005, semblent faire l'objet d'une exigence beaucoup moins forte, si vous me permettez cette expression très en retrait de la réalité. Cette interprétation exigeante de la notion d'accessibilité universelle pousse à une première interrogation et mérite d'être examinée au regard d'une pratique internationale souvent citée comme exemple. C'est tout d'abord l'article 2 de la Convention relative aux droits des handicapés, élaborée par l'ONU en 2006, qui définit l'exigence des services qui puissent être utilisés par tous, dans toute la mesure du possible, sans nécessité ni adaptation ni conception spéciale. De la même façon, la directive européenne du 27 novembre 2000, en matière d'accès au lieu de travail, exige que pour garantir le respect de principes de l'égalité du traitement à l'égard des personnes handicapées, des aménagements raisonnables sont prévus. Les législations relatives à l'accessibilité adoptées par plusieurs États européens, bien avant la loi du 11 février 2005, entre 1996 et 1966 par la Suède, la Belgique, l'Espagne, les Pays-Bas ou le Royaume-Uni, sont tout autant instructifs. Ces États européens, souvent cités en exemple, en sont en réalité restés à des objectifs généraux, avec une certaine souplesse quant aux mesures d'application. Ainsi, le Royaume-Uni a posé le principe des adaptations raisonnables et la Suède, la levée des obstacles faciles à supprimer. Une proposition de directive du Conseil européen du 2 juillet 2008 relative à l'égalité du traitement entre les personnes s'est donné comme objectif d'aborder les questions d'accessibilité et d'aménagement raisonnable. Ce pragmatisme, ce réalisme caractérise d'ailleurs l'intégration en droit national des directives européennes quand on fait une étude comparée, quel qu'en soit le domaine. Permettez-moi, Madame la Ministre, de souligner ce point qui mériterait d'être davantage pris en compte quand on sait notre propension à prendre les autres pays européens comme exemple. Ainsi, la loi de 1975 a pu être jugée décevante par son absence de résultats. Encore convient-il d'apprécier la loi de 2005 avec objectivité. Oui, la loi de 2005 a eu un mérite indéniable qui, comme le reconnaît l'étude d'impact, a entraîné un changement d'état d'esprit et permis de porter un regard différent sur le handicap. Et comme le reconnaissent beaucoup d'observateurs et d'experts, elle a mis la France dans une situation qui n'a rien à envier aux pays européens, souvent pris en exemple, et qui se sont engagés dans cette action depuis bien plus longtemps. Dès lors, il est vrai que la France ne sera pas au rendez-vous de 2015. Encore convient-il que les raisons objectives soient parfaitement reconnues et analysées. C'est tout d'abord la complexité et la rigueur des règles dont le rapport des 3 inspecteurs généraux en 2012 précise que les mesures d'application portaient essentiellement sur le handicap fauteuil et revêtaient un caractère pointilleux. Le deuxième constat, c'est le coût des travaux qui n'a pas été pris en compte, pas plus qu'il n'avait fait l'objet d'ailleurs d'une évaluation. C'est enfin une mauvaise appréciation des délais que l'étude d'impact met particulièrement en relief. La loi de 2005 avait voulu être un signal fort et en dehors du symbole du principe d'accessibilité universelle, le calendrier constituait une seconde exigence qu'il nous convient aujourd'hui d'apprécier avec lucidité dans un environnement économique dégradé. Malgré tout, force est de constater que si les objectifs ne sont pas satisfaits au regard de cette exigence, l'importance de l'effort et des investissements ne doit pas être sous-estimée ni minorée. Si l'on prend les seuls ERP, entre ceux qui sont aux normes, ceux qui ont fait l'objet de travaux et d'autorisations, c'est environ 500 000 établissements qui sont au moins la moitié du parc des ERP, si l'on prend l'estimation la plus maximaliste. Concernant le public, si l'on accepte l'État, vous me permettrez, Madame la Ministre, sur lequel il serait bien de disposer de données dont l'approximation est pour le moins affligeante et dont l'étude d'impact pousse à quelques interrogations, force est de constater que si les collectivités locales peuvent se voir reprocher pour certaines un engagement tardif, l'effort d'ensemble mérite d'être souligné
et particulièrement en matière de transport, quand on connaît le coût et la complexité des investissements et aménagements à réaliser. Face à cette situation, le principe de ne pas remettre en cause la mise en œuvre de la loi de 2005, c'est un trait de notre culture ou de la richesse de notre langue. Nous avons décidé de conserver l'heure, tout en sachant que nous serons en retard. Je le dis en saluant le rapporteur, puisque le projet de loi repose sur la proposition phare du rapport Réussir 2015, l'agenda d'accessibilité programmée, l'ADAP, qui aurait offert effectivement tant de possibilités, cela a été souligné par beaucoup, et sur un certain nombre de préconisations résultant de la concertation. C'est un travail donc conséquent qui a été réalisé et plusieurs propositions constituent une avancée, voire des novations, pour apporter des adaptations sans aller jusqu'à la remise en cause du principe même. Devant une telle échéance, la délégation aux collectivités locales et à la décentralisation ne pouvait pas ne pas se saisir d'un enjeu aussi lourd de conséquences. J'ai eu l'honneur de conduire ce travail pour le compte de la délégation qui a adopté à l'unanimité une série de propositions qui seront présentées par voie d'amendement et dont je souhaiterais présenter les grands principes. Nous nous trouvons en effet dans une originalité législative que les spécialistes n'ont pas manqué d'analyser avec curiosité pour certains et sans concession pour d'autres. La délégation aux collectivités territoriales a consacré depuis 2010 plusieurs travaux divers, approfondis et convergents, tendant à la simplification des normes applicables aux collectivités locales. 4 rapports d'information ont rapporté cette problématique dans le rapport Claude Belot et celui plus particulièrement d'Éric Deligé consacré à la simplification des normes applicables aux collectivités locales. Sans oublier le dernier rapport publié en mars 2013 de la mission de lutte contre l'inflation normative de messieurs Alain Lambert et Jean-Claude Goulard. Ces rapports trouvent tout leur sens dans la récente proposition de simplification administrative dont le présent projet de loi ne saurait s'exclure. La deuxième préoccupation est bien évidemment financière au regard de la situation dans laquelle se trouve notre pays, qu'il s'agisse des acteurs privés ou publics, mais également du principe de réalité au regard du calendrier. Ce sont d'ailleurs ces 2 principes que le chef de l'État n'a pas manqué de mettre en avant comme exigence très récemment. Première exigence, appliquer la loi de 2005 au regard d'une démarche de modernisation du droit et de simplification des normes. L'exigence de la loi de 2005 ne saurait être amoindrie en la soumettant à des règles de simplification et de modernisation, qui est certainement un des chantiers les plus importants auxquels le Parlement doit se consacrer, et qui est l'occasion de constater que dans le processus législatif, le Parlement n'est pas le plus gros producteur de normes, et cette loi en est une illustration. La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité constitue un élément important du dispositif même de la loi de 2005. Mais son avis ne saurait être un avis lié et doit rester un avis simple dont la décision doit relever de la décision de l'État, c'est-à-dire du préfet en département. De la même façon et conformément au principe rappelé aujourd'hui avec exigence, le défaut de réponse explicite de l'administration, le silence vaut acceptation, d'où la possibilité pour le préfet de pouvoir prolonger les délais d'instruction si nécessaire. De la même façon, la procédure des permis de construire ne saurait déroger au droit commun, et la complexification de la conformité par un maître d'œuvre différent n'a aucune raison d'être. L'architecte assumant une responsabilité pleine et entière, y compris sur le plan pénal. En matière de simplification et d'égalité de traitement, il y a lieu de pouvoir étendre aux équipements publics la dérogation reposant sur le principe de disproportion manifeste qui n'a aucune raison d'être écarté par rapport au principe retenu pour les acteurs privés. Les mesures de contrainte ne sauraient davantage échapper au droit commun. Les sanctions pénales particulièrement lourdes ne justifient aucunement d'être doublées d'une pénalité administrative qui échapperait tant au juge judiciaire qu'au juge administratif. Il convient donc que ces sanctions, Madame la Ministre, administratives soient purement et simplement abandonnées au profit des seules sanctions pénales relevant du juge judiciaire. J'allais lire au pire des sanctions administratives qui relèvent du juge administratif à la place des sanctions pénales, si vous vouliez inverser, mais prévoir une double peine avec des condamnations aussi lourdes paraît purement et simplement inacceptable. La deuxième exigence de la loi de 2005 ne saurait se soustraire à celle du réalisme économique et administratif. Si le principe de l'ADAP, nous l'avons dit, constitue une procédure intéressante, elle doit être appréciée au regard de la capacité que les services auront à pouvoir traiter un stock qui peut être considéré comme l'équivalent du flux absorbé et traité jusqu'à ce jour dans le cadre de la loi.
Il n'est pas sérieux de proposer un calendrier d'instruction et de mise en place des ALAP dans des délais envisagés et qui ne pourront en aucun cas être respectés. Je vous le dis fermement, Madame la Ministre, le calendrier n'est pas raisonnable, au moins sur la plus grande partie des territoires nationaux, si ce n'est dans son intégralité. Les faits sont là. En dehors du domaine des départements et des transports, et encore, le seul traitement des EPR constituera en un volume équivalent à ce qui a été traité à ce jour. Nous aurons demain l'équivalent en EPR qui a été traité à ce jour. Une estimation faite auprès de plusieurs départements, et plus particulièrement de mon département de la Savoie, où j'ai pu apprécier la qualité et le professionnalisme du service mis en place au sein des CCI, m'a permis de constater que celle-ci considère que la capacité de traitement de ces 2 dernières années, ou pris en compte ces 2 dernières années, ne leur permettra pas d'absorber le stock en moins de 6 ans. Cela ne saurait davantage écarter les dossiers de dérogation qui ne peuvent résulter que de diagnostics préalables. C'est la raison pour laquelle, au nom du principe de réalité, il est proposé d'assouplir le calendrier en permettant au préfet de pouvoir prolonger les délais après avis de la CCDSA. Cette nécessité d'assouplissement des délais vaut davantage encore pour les délais de réalisation de l'agenda proposé et accepté. Comment ne pas prendre en compte la situation économique des collectivités dont l'épargne brute a baissé en 2013 pour la 2e année consécutive et avant même que la diminution des dotations d'État d'au moins 10 milliards d'euros n'ait produit leur effet, sans parler des 32 000 communes sur les 36 000 de moins de 2 000 habitants, soit le quart de la population nationale, aux capacités techniques quasi inexistantes. Or, les besoins d'investissement des seuls départements s'élèvent à au moins 1,5 milliard d'euros pour les ERP et 15 milliards d'euros pour les transports collectifs. Cette capacité de prolonger les délais de mise en œuvre du plan doit être à la disposition des préfets après avis de la commission départementale qui apparaît indispensable. Enfin, un dernier chantier, c'est celui de l'expérimentation. Je sais qu'il s'agit d'un sujet qui est loin d'être soutenu par tous et qui pourrait pourtant apparaître lui aussi avec toutes les vertus de la transparence et d'une démarche tendant à organiser le meilleur service. Cette proposition, qui avait été proposée dès 2005 par la profession hôtelière, nous aurait permis de disposer aujourd'hui du retour d'expérience nécessaire si elle avait été acceptée et engagée. Or, nous savons que le secteur de l'hôtellerie et de la restauration comporte une très grande majorité d'établissements qui se trouvent dans une situation financière difficile, dont le taux de fermeture est particulièrement élevé, et la situation est simple. Soit vous vous réfugiez derrière le caractère dérogatoire qui peut être donné à ces établissements, et l'accessibilité sera alors écartée. Soit les dérogations ne sont pas obtenues et un grand nombre d'établissements se trouveront contraints de disparaître. L'expérimentation a donc une double vertu. Permettre le maintien d'une activité hôtelière et de restauration dans des secteurs qui peuvent être difficiles et de surcroît travailler à l'aménagement d'une accessibilité adaptée. Cette expérimentation encadrée et appuyée sur un dispositif type AFNOR permettrait de surcroît d'associer l'ensemble des acteurs à une telle démarche expérimentale. Oui, Madame la Ministre, nous nous trouvons aujourd'hui entre Charybde et Scylla. Le récif des normes, le récif de la situation financière et économique. Selon le principe in medio stat virtus, la vertu est entre les extrêmes, il nous faut effectivement passer entre ces 2 écueils. Eh bien, aujourd'hui, la situation qui nous est présentée ne nous permettra pas de remplir les objectifs. Je l'indique donc très calmement, les amendements qui vous seront présentés dans un instant seront pour nous l'occasion d'apporter notre soutien à ce projet d'ordonnance, même si, je vous l'ai dit, il n'a pas notre approbation spontanée, à condition que ces assouplissements soient donnés. C'est la seule condition qui nous permettrait effectivement d'apporter notre soutien à un texte qui, autrement, devra faire que le gouvernement aura à supporter seul la responsabilité d'un texte qui, aujourd'hui, je le dis très simplement, sera purement et simplement inacceptable et inapplicable dans les délais. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Monsieur Vincent Capo-Canellas pour le groupe UDI-UC. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame la Présidente de la Délégation aux collectivités territoriales, Madame et Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, j'aborderai 2 points.
le texte dans sa globalité, puis quelques éléments plus précisément. La globalité en premier lieu. Je veux d'abord dire mon profond accord sur les objectifs, la finalité de la loi de 2005, par conviction, pour des raisons éthiques et de responsabilité. La question, c'est bien sûr la faisabilité technique et financière de l'accessibilité. On peine à évoquer la question sous ce jour, mais il faut bien intégrer cette réalité. L'ambition était colossale, juste, mais difficilement réalisable, d'où le débat d'aujourd'hui. Ce débat intervient à quelques mois d'une échéance couperée, puisqu'elle expose potentiellement à des sanctions pénales. Il intervient donc en urgence en nous demandant d'autoriser le gouvernement à procéder par ordonnance et dans des délais qui frisent l'indigence. C'est presque un débat escamoté que vous organisez. Il est bien dommage que le Sénat se prive du délai minimal nécessaire à la prise en compte des rapports et propositions. Je pense en particulier à celle de la délégation aux collectivités locales qui viennent d'être exposées à l'instant par mon collègue Vial. Tout cela est regrettable. Mais puisque nous y sommes, n'esquivons pas le débat. Ce texte fait suite à une concertation approfondie et à un travail de proposition qu'il faut saluer et mesurer à sa juste valeur. Une large part en revient à notre collègue Claire-Lise Campion. Il donne un cadre législatif renouvelé auquel s'ajoutera un cadre réglementaire rénové. Il faut tenter d'apprécier le tout dans sa globalité. C'est à un équilibre d'ensemble que vous nous conviez. Il y a une part législative par voie d'ordonnance, et ça nous irrite, une part réglementaire future, et ce futur nous laisse naturellement circonspects, une recherche de compromis que nous saluons, un sens de la simplification enfin, qui nous laisse clairement sur notre faim. Au départ, le constat est évident. Il y a un manque patent d'information et de prise de conscience de la réalité sur la loi de 2005. Les collectivités n'ont ainsi pas entendu qu'elles s'exposaient à des sanctions. Peu d'élus le mesurent encore aujourd'hui. Beaucoup l'ignorent. Le bruit de fond a été « l'objectif est inatteignable ». Chacun le sait. Ce bruit de fond a rendu par avance l'échéance de 2015 presque théorique. Elle sera repoussée, entendait-on. C'est malheureux, mais c'est ainsi. Bien sûr, les collectivités ont fait preuve de réalisme. La loi est une obligation, mais le terme a paru inatteignable. Chacun a fait autant qu'il le pouvait, en fonction de ses moyens, pas seulement financiers, surtout techniques. Je prendrai quelques exemples. Installer un ascenseur dans un hôtel de ville suppose que la mise aux normes électriques et incendie soit faite. Ainsi, l'accessibilité s'inscrit le plus souvent dans des stratégies patrimoniales d'ensemble. Ou encore, rendre accessible une église classée, c'est plus de 3 ans de procédure, et après viennent seulement les travaux. J'ai entendu la critique légitime des associations de handicapés qui nous disent « vous trouvez bien des moyens pour les énergies renouvelables ou pour les tableaux numériques ». À cela, je répondrai que les élus partagent leurs exigences et leurs attentes. Nous mesurons clairement combien, lors d'une manifestation ou d'un mariage, être confronté à des locaux inaccessibles est choquant. Et c'est bien pour les élus un constat qui oblige. Nous l'avons tous en tête, d'où le besoin d'un nouveau souffle. Ce qui vient naturellement compliquer le sujet, c'est que le rappel salutaire de l'exigence d'accessibilité que contient ce projet de loi d'habilitation intervient à un moment où les collectivités voient leurs ressources baisser, où les rythmes scolaires compliquent encore la marche des projets et où la question du devenir des villes et des départements est posée, différemment, mais elle l'est. Voilà donc le dilemme et l'extrême difficulté devant laquelle nous nous trouvons. J'ajoute que l'on nous parle de simplification et qu'il n'est pas sûr que le présent texte y contribue. Je pense même, à bien des égards, le contraire. Et j'ai déposé quelques amendements qu'on pourrait qualifier de poil à gratter pour le souligner. Dernier point, ce texte n'explore pas assez, de mon point de vue, la piste intercommunale. Il y a, notamment par la voie simple d'ailleurs, des groupements de commandes, une piste à explorer pour les petites communes. Nous mesurons l'exigence que nous leur imposons et la faiblesse de leurs moyens. Car l'important, l'essentiel, c'est comment faire les travaux lorsque l'on a, dans certaines communes, ni ingénieur, ni technicien supérieur dans sa collectivité et que ces travaux sont par définition des travaux complexes. De ce point de vue, j'ai lu avec intérêt que l'État devrait renforcer ses moyens et je rappelle que les collectivités devront relever le défi sans en avoir les moyens. J'arrête la critique d'un projet qui, malgré tout, redonne une perspective tant aux associations qu'aux collectivités et aux propriétaires de RP.
ou gestionnaires de transport, et un texte qui a le grand mérite de garder chacun dans une logique de travail collectif et partagé. Je veux donc dire mon accord et celui de mon groupe sur ce sujet, accord assorti des réserves que je viens d'évoquer, accord par réalisme. Mon mot d'ordre sera simple, simplifier. Donnez-nous vraiment les moyens de produire de l'accessibilité. Ne privilégiez pas la méthode sur l'objectif. Prenez garde à ce travers traditionnel de notre administration. Ne donnons pas la priorité à la manière d'arriver à l'objectif, donnons-la à la réalisation de l'objectif. De grâce, ne privilégions pas la procédure. Si je devais vous faire une critique, je vous dirais, entre la demande d'ADAP, la mise en concurrence pour un bureau d'études, la reprise des travaux des diagnostics antérieurs, la réalisation de l'ADAP, nous allons passer de 12 à 18 mois à ne faire que ça. Et pendant ce temps-là, à ne pas faire les travaux attendus, mais à produire de la procédure. Bref, simplifier, arrêter de modifier les commissions que nous venons à peine de renouveler après les élections municipales et dont la composition va évoluer, arrêter d'ajouter des membres, de changer les dénominations, arrêter les délais papier, la réunionnite et la comitologie, privilégier les travaux et l'évaluation simple. Y a-t-il progression ou pas? Il faut regarder chaque collectivité à cette aune simple-là. Est-ce que vous progressez en accessibilité et est-ce que vous le faites véritablement de manière claire et volontaire? Mais ce serait bien sûr beaucoup demander que de lutter contre le penchant naturel de notre beau pays, à tout régler par la contrainte et la complexité administrative. Les élus vont découvrir ce texte et le trouver à bien des égards plus complexe que le précédent. Ils vont découvrir en même temps qu'il résout un problème pénal, certes, mais qu'ils avaient a priori oublié. Et ils vont devoir se confronter à un nouveau mode d'emploi complexe. C'est une bonne nouvelle, vous conviendrez qu'elle est quand même relative. L'analogie avec le processus de sanction et de carence de la loi SRU n'est guère enthousiasmante quant aux résultats à attendre. Aussi, j'ai regardé avec intérêt les amendements de notre collègue Jean-Pierre Vial et de la présidente Jacqueline Gourault, qui ont eu le grand privilège de se pencher avant nous sur le sujet au titre de la délégation aux collectivités. Il y a là de sérieuses pistes. Puissions-nous les entendre et veiller dans la rédaction des ordonnances à ce mot « simplicité ». Il rime souvent avec « efficacité ». La cause est noble, elle le mérite. Ceci posé, j'en viens maintenant aux dispositions du projet de loi de façon plus détaillée. La démarche et le texte se veulent pragmatiques. Ils le sont pour une bonne part, pas assez sans doute. Tout part du constat peu glorieux que nous ne serons pas au rendez-vous de 2015. L'étude d'impact du présent texte l'explique très bien. C'est la mesure de l'impact financier et technique sur les maîtres d'ouvrage qui n'a pas été suffisamment prise en compte. Ces maîtres d'ouvrage, ce sont en particulier les collectivités, parce que leurs ERP représentent une part non négligeable de ceux devant être mis en conformité. Elles cofinancent l'accessibilité, les transports, et tout simplement, nous les représentons ici. Si beaucoup reste à faire, il ne faut pas oublier que beaucoup a été fait. Dans quelle proportion? Voilà qui est bien difficile à dire. Selon l'APF, seulement 15% des ERP seraient aux normes d'accessibilité, tandis que l'administration en compterait au moins 30%. Mais au moins, il y a une vraie dynamique d'impulser et une vraie volonté politique à conforter. Il s'agit maintenant de répondre concrètement à des besoins tout aussi concrets. C'est ce qu'entend faire le texte qui nous est soumis en tâchant de déterminer un équilibre entre maintien des objectifs de la loi de 2005 et moyens donnés pour les atteindre. En matière de bâti, les ERP devront bien être accessibles. C'est le calendrier de la mise en accessibilité qui sera susceptible d'évoluer grâce à ce nouvel outil qui est l'agenda d'accessibilité programmée, l'ADAP. Mais en l'absence d'ADAP, la date du 1er janvier 2015 est maintenue, les sanctions associées aussi. Pour ce qui est des transports, la priorisation des points d'arrêt à aménager est compensée par l'obligation de mettre en place des moyens de substitution pour tous les autres points d'arrêt. J'oserais dire que l'on est peut-être plus pragmatique en matière de transport qu'on l'a été quand il s'agit des collectivités. Les objectifs de la loi de 2005 semblent donc bien confirmés, mais en contrepartie, plus de souplesse est donnée aux maîtres d'ouvrage et aux organisateurs de transport, toujours dans le cadre de l'ADAP. Cette souplesse sera-t-elle suffisante? Là réside, selon nous, la question centrale soulevée par le projet de loi d'habilitation. La procédure de dérogation pour raisons financières est un élément encourageant du nouveau dispositif et même clé, parce que l'horizon financier des collectivités est aujourd'hui à la fois incertain et dégradé.
Il faut ainsi rattacher notre débat au contexte général des finances locales. La mise en accessibilité doit être programmée à l'heure où les dotations aux collectivités ne cessent de diminuer. À cela, il faut ajouter la réforme des rythmes scolaires et sans doute bientôt les mesures relatives à la transition énergétique. Les collectivités sont aujourd'hui corsetées dans un écheveau d'agenda qui leur interdit de s'engager dans un programme pluriannuel, ou en tout cas qui les invite à le faire avec prudence. Or, la pluriannualité, c'est le socle et la raison d'être de l'ADAP. D'où le doute. Et encore, il n'y a pas que la question financière, il y a aussi celle capitale de l'expertise technique. C'est le problème de la simplification. Le dispositif proposé n'est-il pas d'une extrême complexité, bien trop complexe pour beaucoup de collectivités? Je pense notamment aux plus petites. La question est traitée pour ce qui concerne le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, le PAV, que les plus petites communes ne seront pas tenues d'élaborer ou pourront faire en forme simplifiée. Encore vaudrait-il mieux que le projet de loi d'habilitation précise les seuils démographiques au-dessous desquels les communes bénéficieront de ces allègements. Le Sénat gagnerait à être éclairé sur ce point et nous défendrons un amendement en ce sens. Mais quid pour les ERP? Comment une petite commune peut-elle faire face à son obligation de mise en accessibilité? Comment dispose-t-elle de l'expertise technique lui permettant de se conformer? C'est un problème majeur dont l'État a d'ailleurs parfaitement conscience, puisque l'étude d'impact fait état de la nécessité d'un renfort administratif pour l'instruction des ADAP au profit des commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité. Ce qui est vrai pour ces commissions l'est à plus forte raison des petites communes. Or, rien n'est prévu pour cela. Vous m'évoquerez les financements de la BPI et de la Caisse des dépôts, mais je parle surtout de la question technique. Certes, la procédure d'ADAP sera simplifiée pour les ERP de 5e catégorie, qui constituent la grande majorité des ERP. Nous ne pouvons que nous en réjouir, mais de notre côté, la procédure de suivi de l'ADAP nous semble extrêmement lourde et, pour tout dire, presque bureaucratique. Il va falloir rendre compte périodiquement de l'état d'avancement des travaux, c'est-à-dire dépenser son temps, son énergie et ses moyens à de nouvelles formalités administratives, autant qui devrait être consacré à essayer d'avancer plus vite. C'est de nature à faire perdre de vue l'objectif pour se concentrer sur la méthode. Je préfère que l'on regarde l'objectif plus que l'on s'acharne sur la méthode. À l'issue des ADAP, il y a bien des sanctions. Les maîtres d'ouvrage le savent, ils sont responsables. Il faut donc les laisser libres d'organiser leur mise en conformité par eux-mêmes. En un mot, communiquons peut-être plus sur l'accompagnement et sur l'objectif à respecter et moins sur la façon d'y arriver. Aussi déposerons-nous des amendements visant à supprimer des obligations d'information incombant aux maîtres d'ouvrage sur la mise en œuvre de l'ADAP. Parce qu'en l'état actuel du dispositif, comment voulez-vous que la durée moyenne des ADAP soit effectivement de 3 ans? Il faut regarder les choses en face. Entre la saisine d'un bureau d'études, après mise en concurrence, la désignation de la maîtrise d'œuvre, la validation par l'autorité préfectorale, le délai d'appel d'offres pour travaux, les arbitrages et les travaux eux-mêmes, les 3 ans seront vite passés. En l'absence d'assouplissement authentiquement pragmatique, nous courons le risque de n'avoir fait que répondre à une incantation par une autre incantation. Ce dans quoi pourraient nous précipiter les délais envisagés pour les engagements d'ADAP et leur dépôt. Il est ainsi prévu que ces engagements devront intervenir avant le 31 décembre 2014. Cela paraît très tendu. J'ose vous dire que pour une ordonnance qui serait publiée à l'été, ce n'est qu'à la rentrée que les villes prendront pleinement conscience de cet engagement et de cette nécessité d'y avoir souscrit avant la fin de l'année. Madame la ministre, quand ces ordonnances seront-elles publiées? Est-ce que c'est bien juillet? Est-ce qu'il y aura bien une information claire pour tout le monde? À partir de cette publication, les maîtres d'ouvrage n'auront que quelques mois pour s'engager dans un ADAP. Il faut peut-être vous nous préciser comment cela va s'organiser. Est-ce que c'est bien un CERFA? C'est ce qu'on entend. Ensuite, les maîtres d'ouvrage auront 1 an pour établir l'ADAP, mais 1 an à partir de la publication. Donc 1 an à partir de ce prochain mois de juillet seulement. Est-ce que ça n'est pas extrêmement court? Comme vous pouvez le constater, Madame la ministre, si nous saluons le pragmatisme global de la démarche, il fallait bien en sortir en un mot. Sa mise en œuvre nous semble encore poser d'importantes questions, et pas des moindres, auxquelles nous attendons des réponses. Notre oui de principe, qui est un oui franc, qui est un oui clair, qui est un oui pour l'accessibilité, qui est un oui pour une cause que nous partageons, ce oui-là mériterait d'être conforté par des assouplissements dans la discussion qui va débuter. Merci de votre attention. Voilà, vous avez donc pu suivre l'examen du projet de loi habilitant le gouvernement à adopter des mesures, en l'occurrence des ordonnances, pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public. Tout de suite, la suite de nos programmes sur Public Sénat.